Les raisons pour lesquelles la population juive du Maroc décida de quitter son pays natal sont diverses. Cependant, elles ont toutes un rapport avec les inquiétudes concernant un avenir confiant dans le Maroc indépendant. Ce pays, sorti du colonialisme, avait de tout temps une longue tradition où l'islam constituait le noyau de sa civilisation. Il posait ainsi d'emblée un problème d'incompatibilité avec l'éventuelle possibilité d'intégrer dans sa société une minorité juive. Malgré les innombrables déclarations d'apaisement, la classe dirigeante marocaine était relativement consciente de cette incompatibilité que les pays laïcs en Europe occidentale avaient tenté de résoudre avec un certain succès. L'émigration juive après l'indépendance du Maroc s'effectua clandestinement entre 1956 et septembre 1961. Ce n'est qu'après ce qu'on appelle l'accord de compromis conclu entre Israël et Hassan II que commença l'évacuation de la communauté entre les années 1962 et 1966. À la question « Pourquoi les Juifs quittèrent à cette époque le Maroc ?», la cause immédiate serait une psychose de départ qui s'empara de cette communauté. Étant donné que dans la période évoquée, ces départs s'effectuèrent dans une atmosphère de discrétion, on ne pouvait évaluer convenablement leur ampleur. Les médias ne publiant pas de données sur ce sujet tabou, chacun alimentait son imagination de ce qu'il pouvait observer et de ce qu'il pouvait en déduire. Dans l'imaginaire juif de l'époque, le rythme de l'émigration avait atteint des proportions telles que chaque famille juive pensait que tous ses proches avaient déjà quitté et qu'elle était une des dernières à n'avoir pas eu le courage de prendre son destin en main. Ceux qui n'avaient pas encore quitté savaient pertinemment que tôt ou tard, ils seraient contraints de le faire. La psychose devint une fuite qui alla en progressant conjointement à la progression des départs, surtout dans les couches sociales défavorisées. Partout se constituèrent des espaces vides dans chaque quartier, dans chaque ville et village, suscitant des sensations de solitude chez ceux qui n'avaient pas encore quitté. Les espaces vacants aggravèrent l'anxiété chez les proches restés sur place et confirmaient le flagrant échec d'un avenir juif dans le Nouveau Maroc. L'aspect troublant des logements et des magasins vides de leurs propriétaires juifs et acquis par des musulmans rappelait à chacun que tôt ou tard, tous devaient prendre la route du départ. En cours de sortie, la boule de neige entraîna avec elle les derniers hésitants et détruisit totalement l'idée d'une intégration juive dans la société marocaine, idée encore chère à quelques intellectuels intraitables. Même les lettres pessimistes reçues par les Juifs au Maroc de leurs proches en Israël, décrivant les conditions pénibles de chômage et de discrimination, ne parvinrent pas à endiguer cette psychose. Tout au plus, elles suscitèrent quelques atermoiements. Mais la psychose des départs fut provoquée non pas par les émissaires israéliens qui étaient même étonnés de la constater, mais plutôt par les autorités marocaines qui s'efforçaient de l'empêcher. En d'autres termes, plus les autorités marocaines créaient des difficultés pour endiguer les départs des Juifs et les exhorter à rester, plus leur désir de quitter le Maroc croissait de jour en jour, de peur que, plus tard, ce serait irréalisable. Parallèlement à la panique des départs, les Juifs étaient constamment angoissés par la question capitale: est-ce que le Maroc indépendant pouvait, à long terme, continuer à manifester sa tolérance envers eux? Le simple doute quant à la réponse à cette question pouvait à lui seul suffire à alimenter leur empressement à partir. Cela étant dit, durant l'époque de l'indépendance du Maroc, il n'y a presque jamais eu d'atteinte grave à leurs conditions. Néanmoins, le doute, les craintes et la panique pouvaient transformer de paisibles citoyens loyaux en émigrants potentiels lorsqu'on porte atteinte à leur liberté de circulation. Parmi les ombrages portés sur l'avenir des Juifs au Maroc, le conflit israélo-arabe
constitue une source non négligeable de la dégradation des relations intercommunautaires. Ce conflit raviva plusieurs troubles d'ordre affectif et religieux qui, tôt ou tard, auraient accru les rivalités et soulevé la question de la double allégeance qui, incontestablement, aurait mis en doute la fidélité des Juifs à leur patrie. Qui plus est, le destin juif dans les autres pays arabes était loin de promettre une source de réconfort quant à l'avenir des relations de bon voisinage entre juifs et musulmans dans la monarchie chérifienne. Parallèlement à l'ingérence du conflit moyen-oriental, s'attisa un soupçon supplémentaire, celui du risque d'être privé des avantages déjà acquis par rapport à la majorité musulmane. La perte de ces avantages devait éventuellement survenir après l'adoption de l'arabisation, qui aurait entraîné éventuellement la perte de postes de hauts fonctionnaires dans l'administration civile, postes acquis par les Juifs grâce à leur diplôme français. Aussi, les soubresauts économiques causés par le départ des Français affectèrent les commerçants et artisans juifs. Au sein de la bourgeoisie juive s'accentua une sensation de panique. Les Juifs de profession libérale devaient trancher entre la langue française et sa culture, à laquelle ils s'étaient appliqués avec grande avidité, et le processus éminent d'arabisation qui entraînerait indubitablement un substrat culturel musulman dans lequel leur influence serait médiocre. La population juive comprit ainsi qu'on ne pouvait plus continuer à s'agripper artificiellement à la France et à sa culture dans un Maroc indépendant. Les prototypes sociologiques de migration s'avèrent quelque peu complexes concernant les Juifs du Maroc. Alors qu'en général, les motifs des départs sont dus principalement à la misère sociale qui force les couches économiquement faibles à chercher refuge à l'étranger, concernant cette communauté, nous constatons un processus contraire. Dès le début du protectorat, les diverses couches sociales juives jouissaient souvent d'un favoritisme par rapport aux musulmans. Certes, dès la fin de l'époque coloniale, on pouvait constater en toute évidence qu'un âge d'or économique et social s'était ouvert à cette communauté. Le pays indépendant avait besoin d'une main-d'œuvre professionnelle qui puisse remplir des fonctions dans l'administration publique. Devant les jeunes juifs ayant acquis des diplômes français, se sont déployés des débouchés économiques promettant des possibilités de promotion. Mais cet avantage n'a été exploité qu'en partie, car il fut freiné à partir de novembre 1961. À court terme, le départ des Juifs vers de nouveaux pays d'adoption n'avait non seulement pas amélioré leur situation économique, mais provoqua plutôt une régression, tant soit peu temporaire. Sans la psychose de l'immigration, les Juifs auraient pu vraisemblablement exploiter encore plus les conjonctures avantageuses de l'indépendance et en tirer des bénéfices économiques et sociaux. Toutefois, ces avantages auraient sans doute diminué lorsque les diplômés d'universités musulmans auraient terminé leurs études et exigé d'accéder à des fonctions dans l'administration du pays, dans son commerce et son économie. Peut-être même que des conflits auraient opposé les fonctionnaires juifs aux nouveaux postulants qui convoiteraient leur poste. Mais ce processus serait survenu progressivement après que les cadres juifs auraient profité de leurs avantages. Mais le départ des Juifs du Maroc n'était pas que le résultat d'une psychose. Cette émigration doit incontestablement être perçue comme faisant partie intégrale d'un processus démographique qui commença longtemps auparavant, aussi bien dans la population musulmane que dans les communautés juives. Des migrations internes s'effectuèrent déjà au XVIIIe et XIXe siècle et accrurent sous le protectorat. En raison de leur statut juridique et social, ce processus
fut encore plus accentuée dans la population juive. La mutation démographique consistait en un passage du village d'origine vers la petite ville voisine et de la petite ville vers une agglomération encore plus grande. Quand Casablanca devint un grand pôle d'attraction, le passage vers cette métropole s'effectua directement des villages les plus éloignés vers le nouveau centre économique et social. Mais, faut-il le remarquer, la population de ces villages ne constituait au début des années 60 pas plus de 30 000 âmes sur une population juive totale de plus de 250 000 âmes. Parallèlement à cette migration interne, s'opéra une émigration juive en dehors du Maroc qui précéda même la création de l'État d'Israël. Les Juifs du Maroc émigrèrent aussi bien en France qu'en Espagne, mais aussi au Brésil, au Venezuela, à Gibraltar, en Angleterre, aux États-Unis et évidemment au Canada. Le départ du Juif marocain vers de nouveaux horizons promettait à long terme une meilleure qualité de vie et constituait ainsi un chaînon dans un long mouvement migratoire. Cette émigration faisait aussi partie d'un processus d'évolution culturelle et éducatrice que procura la scolarisation française. En peu de temps, les Juifs marocains avaient ingurgité avec avidité les avantages de cette culture étrangère, à tel point qu'il se creusa un fossé entre eux et leur milieu social arabo-musulman. Fossé qui les incita à poursuivre leur processus de promotion dans de nouveaux pays d'accueil. L'histoire des Juifs du Maroc, au long des 7 premières années de son indépendance, est aussi l'histoire d'un échec tripartite, celui de la classe dirigeante marocaine, de la communauté juive et des émissaires israéliens. Les dirigeants du jeune pays, qui souhaitaient construire une société moderne et démocratique, échouèrent dans leurs efforts d'intégrer en son sein une population non musulmane dans un pays où elle vivait déjà depuis l'Antiquité romaine, bien avant son arabisation. Malgré les efforts déployés pour retenir les Juifs dans leur pays natal et sauvegarder leur survie sur place, leurs erreurs méthodiques ne firent qu'éveiller des soupçons. Peu à peu, les Juifs renoncèrent à l'idée d'entrevoir leur avenir dans le Nouveau Maroc. L'échec des dirigeants marocains fut d'avoir maladroitement entravé la liberté de circulation des Juifs ou, en d'autres termes, interdire leur émigration vers Israël. À cela, il faut ajouter, entre autres, la rupture des relations postales entre le Maroc et Israël, le dahir de la marocanisation des institutions juives, l'adhésion officielle du Maroc à la Ligue arabe et l'impuissance de ses dirigeants à faire face à l'hégémonie nassérienne et à sa propagande anti-israélienne. Mais les réticences de la classe politique marocaine malgré les réticences de la classe politique marocaine envers le nasserisme, son influence inévitable sur les masses marocaines causa l'échec des efforts sincères entrepris pour préserver la survie juive au Maroc. Les relations israélo-marocaines pourraient ainsi se placer sous le signe de l'excès de zèle. D'un côté, les Israéliens se sont trop empressés pour faire sortir les Juifs, bien qu'ils n'encouraient aucun danger, et de l'autre, les autorités du pays ont trop fait pour les retenir sur place. Entre ces deux pôles, on n'accorda que peu d'attention à cette communauté tourmentée entre deux sollicitudes, on n'accorda que peu d'attention à cette communauté tourmentée entre deux solitudes opposées. Ses intérêts spécifiques et ses aspirations furent refoulés au profit des deux concurrents. Les Juifs marocains n'étaient plus qu'un élément passif et inquiet, ballotté entre les deux parties en litige. Les événements dramatiques qui bouleversèrent leur vie se sont déroulés à leur insu, et souvent même à l'insu de leurs dirigeants. C'est aussi pour cela
que le travail d'écriture de l'histoire de cette communauté et l'interprétation des étapes de son évacuation s'affrontent encore aux secrets relatifs que les protagonistes s'efforcent encore à maintenir. Dans le contexte juif, l'histoire du Maroc dans les années en question n'est en fait que le récit de l'évacuation quasi complète d'une communauté de plus d'un quart de million de Juifs et de sa transplantation collective et orchestrée en Israël. Pour être précis, il ne s'agit point d'une sortie dans le sens d'un exode selon le modèle biblique de la sortie d'Égypte, mais les Juifs du Maroc n'ont pas suivi de leur propre initiative un leader qui les sauvera d'un esclavage pour les affranchir. Ces départs étaient en fait une évacuation opérée par un organisme extérieur qui déploya un réseau ramifié capable de transférer une grande population d'un pays à l'autre. Il est évident que sans cet organisme, l'évacuation des classes populaires des quartiers juifs et les habitants des villages éloignés n'auraient pu s'effectuer. Faut-il aussi préciser que les familles juives désiraient quitter le Maroc en plus grand nombre par rapport à la capacité des émissaires israéliens de répondre à leurs requêtes empressées. Par conséquent, aucune propagande n'était nécessaire pour encourager leur désir de partir. Cette évacuation mit fin à l'histoire d'une diaspora juive qui, arrivée en Israël, devint le plus grand groupe ethnico-communautaire de l'époque. Ainsi, les années écoulées entre l'indépendance du Maroc et la guerre des 6 jours constituèrent un tournant irréversible dans l'histoire de cette communauté. L'affaire de l'ingérence des Israéliens et des organismes juifs mondiaux pour le droit des Juifs à l'émigration provoqua presque par hasard une réussite israélienne inespérée. À partir du début février 1963, la classe dirigeante marocaine commença à nouer des contacts directs avec des représentants agréés d'Israël à l'insu de la communauté juive. Ces contacts avaient pour but d'obtenir l'aide israélienne dans plusieurs domaines économiques et militaires, dans la coopération agricole et syndicale, mais aussi dans la communication, la sécurité interne, l'entraînement militaire et l'armement. Grâce à ces contacts, restés longtemps secrets, se développa dans les années 70 la médiation marocaine qui déboucha aux accords de paix avec l'Égypte. Par la suite, se tissèrent de solides relations diplomatiques discrètes ou déclarées entre les deux pays. Je terminerai par une question. Le pouvoir marocain actuel poursuivra-t-il l'effort entrepris au passé par le roi Hassan II pour la contribution du Maroc à une solution du conflit israélo-arabe avec l'aide de la diaspora judéo-marocaine? Merci beaucoup.